Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien sur RCF Maglonero pour une émission donc effectivement spéciale en direct de Marseillan afin de parler de biodiversité, d'agriculture, d'ostréiculture. Nous discuterons avec des spécialistes des enjeux sociologiques, écologiques et économiques autour de ces thématiques de manière globale mais aussi locale sur le beau territoire de l'étang de Thau. Et je serai accompagné comme à l'accoutumée de mon ami et collègue Yann. Salut Yann. Toutes et tous. Il fait beau, il fait chaud, on est sur la terrasse de l'école de Kite Thau que nous remercions chaleureusement pour leur accueil effectivement dans ce magnifique cadre. N'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes dans les environs nous faire un petit coucou ou pourquoi pas à poser une question car oui, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez poser vos questions en direct en nous téléphonant au 04 67 55 85 50. Nous avons aussi pu récolter de très nombreuses questions effectivement. Vous avez été très nombreux, autant par Facebook que par Twitter, et nous les poserons ces questions effectivement durant l'émission. Elles ont été récoltées par notre association partenaire Coscience, structure de médiation et de journalisme scientifique. Sans plus attendre, Yann, de quoi va-t-on parler précisément ? Alors ce soir, nous allons parler du plus grand plan d'eau de la région Occitanie. Avec 7500 hectares de lagunes, un territoire qui regroupe 26 communes sur son bassin versant, il s'agit de l'étang de Thau. Un territoire d'une richesse exceptionnelle, des activités et des enjeux essentiels à l'économie locale. Alors comment concilier conchiculture, agriculture, viticulture, développement urbain, tourisme et préservation de la biodiversité ? Si Thau est un joyau, c'est un joyau fragile à préserver. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau plusieurs invités. Tout d'abord Michel Garcia. Bonsoir Michel. Bonsoir Yann. Vous êtes agriculteur et adjoint à Villeveyrac. Vous êtes également 7e vice-président de 7 Aglopole en charge des activités agricoles, viticoles ainsi que de l'agroécologie. Tout à fait. Nous avons également avec nous ce soir Jean-Christophe Cabrol. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Vous êtes ostréiculteur à Bouzigues et président de l'organisation des producteurs et conchiculteurs de l'étang de Thau. Vous êtes également délégué pour les questions environnementales au CRCM, qui est le comité régional conchicole de Méditerranée. C'est ça, exact. Enfin, à vos côtés, Patrice Lafont. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous êtes ostréiculteur, mais vous, à Metz, ancien gestionnaire d'espaces naturels. Vous avez d'ailleurs travaillé au Conservatoire du Littoral en région PACA. Et aujourd'hui, vous êtes le nouveau président du comité régional conchicole de Méditerranée, le CRCM. Oui. Et enfin, avec ce soir, pour finir, John Bandelier. Bonsoir John. Bonsoir. Vous êtes médiateur scientifique, responsable de l'association Kimio, qui sensibilise les publics aux enjeux de biodiversité sur le territoire de l'étang de Thau. C'est bien ça. Et Yann, pour commencer dans le vif du sujet, une première question. Tiens, pour commencer, pourquoi pas par John. Est-ce que, John, tu peux nous parler un peu de la biodiversité qui est présente autant dans l'étang de Thau qu'autour de l'étang de Thau ? Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quelques espèces qui vivent autour de cet étang ? Oui, tout à fait. Donc, dans un premier temps, on utilise beaucoup le terme d'étang, et c'est vrai que le vrai terme est vraiment le terme de lagune, car on a vraiment un échange avec la mer, donc la mer Méditerranée. Donc c'est ça qui est intéressant de voir que les espèces pourront migrer d'un côté ou de l'autre, ou rester dans notre étang ou dans notre lagune. Et comme espèces qu'on peut trouver, on trouve des poissons emblématiques comme la dorade, le loup, le mulet ou le muge, donc qui sont des poissons habituels. On va trouver aussi de la sèche, donc là-dessus. Mais il faut surtout pas oublier toutes les petites espèces. Et moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Ce sont les petites espèces, des coquillages, des invertébrés, ce qu'on appelle souvent les invertébrés, c'est les petites espèces qui s'accrochent. Celles qu'on voit pas trop en fait. Qu'on voit pas trop, et il suffit de lever un caillou, d'aller un peu mettre la main dedans, de regarder un peu tout ça. Ce qui nous fait peur dans un premier temps. C'est vrai que quand on vient se baigner, on a plus peur qu'autre chose de ça. Mais c'est vrai que quand on commence à les regarder, on commence à être un peu passionné. Et donc ça, il y a une grosse biodiversité. Il y a une très grosse biodiversité. Ouais. Le côté milieu lagunaire fait qu'on a une richesse de nourriture pour toutes ces espèces-là. Et on va trouver plein d'espèces différentes qui vont pouvoir s'adapter. Car c'est vrai qu'on a un milieu quand même assez particulier sur le côté lagunaire. C'est qu'ils doivent réussir à s'adapter sur la température notamment. Parce que l'hiver, on peut descendre jusqu'à 5 degrés. Il y a des grosses variations. Des grandes variations. Ouais. Donc on peut monter jusqu'à 29 voire 30 degrés l'été. Donc ces espèces-là qui vont être souvent les mêmes espèces qu'on va trouver en mer Méditerranée vont être une famille d'espèces, des individus qui vont s'adapter à cette température-là, donc assez résistants, et pouvoir vivre dans ce lieu-là.
Et sans oublier aussi de l'espèce, il y a deux espèces, on va dire, très emblématiques sur la lagune de Thau, qui est une plante, donc ce qu'on appelle les herbiers, donc qu'on va souvent mélanger avec des algues, mais là on est vraiment sur une plante. Et pourquoi je dis emblématique, c'est grâce à elle qu'on a cette richesse dans notre lagune. C'est la Posidonie. C'est la Posidonie, voilà, plus précisément, c'est une cousine de la Posidonie, c'est ce qu'on appelle la zoster. Donc il y a deux espèces différentes, mais c'est cette espèce-là qui va donner tout l'oxygène et qui va pouvoir oxygéner tout notre bassin. Et ça, c'est une plante et c'est pas un algue. C'est une plante, voilà, c'est la grande différence. Voilà, c'est une plante, donc une plante à fleurs, donc où il y a des rhizomes, donc des racines. Donc c'est comme ça qu'on va vraiment voir la différence. Et en plus de donner l'oxygène et plein d'autres choses, ça va apporter aussi de la nourriture, un endroit de reproduction et plein d'autres choses à ces espèces. Et la deuxième espèce, c'est l'hippocampe, qui est notre très connu, chouchou donc sur notre lagune de Thau, avec plein de recherches autour de cet hippocampe-là. Donc il y a deux espèces différentes, donc l'hippocampe moucheté ou l'hippocampe nez court. Et donc on a son cousin également qui est le syngnat, qui est un hippocampe allongé, donc où on appelle ça des fois le poisson aiguille, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mélangé avec les aiguilles, mais vraiment on a un poisson très long avec un nez de trompette, un peu comme l'hippocampe. Très bien. Patrice, c'est des espèces que vous observez régulièrement ? Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous avez à rajouter peut-être quelques espèces au tableau de chasse de John ? Non, il a fait le tour de la représentativité biologique de la richesse du milieu. Très bien. Alors, Patrice, justement, on parlait de conchiculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que représente cette activité sur l'étang de Thau ? Et est-ce qu'elle se porte bien ? Alors aujourd'hui, sur la lagune de Thau, on a 450 entreprises familiales. C'est une activité complètement artisanale, donc répartie sur 5 communes autour de la lagune. On a des entreprises pour la moitié qui sont relativement petites. Ce sont des entreprises de 1 à 2 personnes, donc l'exploitant et son conjoint ou sa conjointe. Et puis après des entreprises un petit peu plus grosses, spécialisées sur des réseaux commerciaux un peu plus importants. Mais c'est vraiment notre particularité d'avoir des entreprises relativement petites et artisanales comparativement à ce qu'on trouve sur d'autres bassins de production en France. Et historiquement, ça naît quand cette activité artisanale ? Alors les premières traces de cueillette et de conservation des coquillages remontent à l'époque romaine. Ensuite, il y a eu les premiers essais de culture, donc de conchiliculture, ça remonte à la fin du 19e. Mais ça s'est vraiment développé dans les années 70 avec l'arrivée de l'espèce d'huître qu'on élève partout en France et en Europe, qui provient du Japon, l'huître, donc la gigas, son nom latin. Et ça, c'est la même huître qu'on élève ici ou qu'on élève effectivement dans d'autres... ou en Irlande, ouais, tout à fait. Une question, avant, c'était quelle huître ? Donc c'était une espèce... alors à l'origine, on a une seule espèce d'huître sauvage en Europe, qui est Ostrea edulis, qui est l'huître plate, la fameuse. Ce qu'on appelle souvent le pied de cheval. Donc ça, c'est la seule espèce d'huître sauvage qu'on ait en Europe, à l'origine. Et puis est arrivée l'huître portugaise, qui a disparu à la fin des années 60, début des années 70, suite à l'apparition d'une maladie qui les a complètement éradiqués. Et là, donc l'Ifremer à l'époque avait essayé d'acclimater une autre espèce qui provient du Japon. Ils avaient donc considéré qu'elle pouvait s'adapter à tous les milieux européens, les milieux marins. Elle a plutôt bien réussi. Donc voilà, il a fallu quelques années, mais donc on a importé des jeunes huîtres du Japon. Donc aujourd'hui, en Europe, on n'a que cette huître japonaise. Creuse. On a l'huître creuse et l'huître plate, sauvage ou élevée sur certains secteurs. Mais elle aussi, elle a disparu de pas mal de sites naturels à cause d'une maladie aussi, de 2 maladies. Et effectivement, nous parlons de l'étang de Thau, mais je vous propose d'aller aussi autour de cet étang avec Michel Garcia, donc effectivement agriculteur. Michel, quelles sont les spécificités au niveau agricole autour du bassin de l'étang de Thau ? Alors autour du bassin de Thau, il y a plusieurs spécificités. Déjà, c'est qu'on a une agriculture qui est très, très diversifiée. On a à peu près toutes les cultures jusqu'à l'élevage autour du bassin de Thau, ce qui est plutôt rare dans le département, voire même au niveau national. Ça va de la céréale en passant par les fruits et légumes, forcément la vigne avec tous les bons vins que l'on connaît de chez nous. Mais on a aussi une partie élevage avec de la chèvre, on a du mouton, on a un peu de tout. Et la seconde spécificité,
c'est qu'on a une agriculture qui est très dynamique autour du bassin de Thau. Et ça, il faut le dire. Là où, dynamique dans quel sens? Dynamique au niveau des emplois. Là où dans le département de l'Hérault, il y a environ 3 à 4% qui sont des emplois d'origine agricole, autour du bassin de Thau, on est à 13 à 14%. Donc c'est quand même énorme. On se retrouve avec les conchyliculteurs, hein, puisque nous on se considère comme les agriculteurs de la terre, et pour moi les conchyliculteurs ce n'est ni plus ni moins Agriculteurs de la mer. des agriculteurs de la mer. Donc on se retrouve beaucoup, et en fait si vous associez le poids économique des conchyliculteurs avec celui des agriculteurs, vous vous apercevez que vous dépassez largement le poids du tourisme sur le bassin de Thau, alors qu'on est quand même sur un bassin touristique énorme. On est en plus des professions qui ne sont pas délocalisables. Et ça, c'est très important. C'est des petits emplois, c'est des petites entreprises, mais des entreprises familiales qui fonctionnent et qui travaillent correctement et qui sont là pour dynamiser un peu notre territoire. Très bien, donc on commence tout de suite avec les questions du public après cette petite mise en contexte. Alors beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, effectivement, autant sur Facebook que sur Twitter. Et les principales questions que l'on a eues, on a fait un peu par ordre décroissant en termes d'importance et d'abondance, c'était autour des menaces sur la biodiversité qui seraient liées à l'agriculture. Alors peut-on dire que effectivement le modèle agricole actuel, le modèle que l'on dit conventionnel, est la principale menace sur la biodiversité? Et si oui, est-ce que sur notre territoire, nous voyons effectivement des effets néfastes sur la biodiversité locale, notamment à l'intérieur de l'étang de Thau? Alors peut-être pour commencer, vu que Michel a fini, Michel Garcia. Oui, donc le problème qu'on a, c'est que les gens aujourd'hui ont tendance à trop croire à ce qui se dit à la télé, à la radio. Vous m'excuserez, hein. Je suis là, je balance. Hein. Vous pouvez croire cette émission, mais pas les autres. Non, mais la grosse différence, c'est que là, autour de la table, vous avez des professionnels qui vivent de leur métier, qui sont sur le terrain, qui sont sur le terrain, qui sont les premiers acteurs de la biodiversité. Parce que c'est bien beau de critiquer l'agriculture, de dire oui, l'agriculture tue la biodiversité. Mais tous les territoires que vous voyez, s'il n'y avait pas d'agriculture, tout serait fermé, tout serait bouché. Ce ne serait pas du tout le même paysage. Les paysages sont sculptés. Et en termes de variété. En termes de variété, depuis la nuit des temps, par les agriculteurs. Les murs en pierre qui abritent les lézards ocellés, qui c'est qui les a construits? C'est nos ancêtres agriculteurs, c'est personne d'autre. Je vais vous dire, sur un territoire comme la commune de Villeveyrac, on a une zone Natura 2000 où on se retrouve quand même avec les derniers couples de pie-grièche à poitrine rose de France. Oiseau emblématique. Oiseau emblématique des zones Natura 2000. Je prends ma casquette de président de Natura 2000, vous l'aviez oublié tout à l'heure dans la présentation de la plaine Villeveyrac-Montagnac. On a de l'outarde de canepetière, on a des faucons cresseurs-ailettes. Maintenant on ne sait plus quoi en faire tellement il y en a, alors que c'était un oiseau qui avait complètement disparu du paysage. Alors que la commune de Villeveyrac est réputée autour du bassin de Thau comme étant la commune la plus agricole du territoire. Donc dire que l'agriculture tue la biodiversité, non, c'est faux. Mais est-ce que Michel, il n'y a pas quand même un problème au niveau de l'agriculture conventionnelle? Ce qu'on entend effectivement dans les médias, beaucoup, mais avec les pesticides, les intrants, les fameux intrants, on a entendu parler de l'affaire du glyphosate notamment, des néonicotinoïdes. Est-ce que tout ça, ça participe pas quand même à une baisse de la biodiversité? Je vais vous dire, il y a 30 ans, 40 ans de ça, un agriculteur, il voyait son voisin sortir le tracteur pour aller faire un traitement, il allait faire un traitement. C'est fini tout ça. Nous, on a des agriculteurs au jour d'aujourd'hui qui sont formés, qui font de l'observation dans les parcelles. On a des groupes, on a formé des groupes, des GEDON, des groupes d'observation des organismes nuisibles pour les traiter à bon escient. Quand vous êtes malade, si vous avez un rhume, vous allez prendre une aspirine. Si vous avez un cancer, vous allez faire la chimiothérapie. Donc vous dites que c'est du raisonné, c'est ça? C'est du raisonné. Ouais. C'est complètement l'agriculture d'aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculture conventionnelle. C'est pas vrai. L'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture raisonnée. Vous vous occupez des questions de l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'agroécologie et comment elle se pratique sur le territoire? Alors l'agroécologie, c'est justement ça, c'est mettre en pratique, avoir des pratiques agricoles qui sont saines, qui vont permettre de favoriser la biodiversité, qui vont permettre de favoriser des cultures qui vont être différentes, et on va se rapprocher de tout ce qui est développement durable, de tout ce qui est économie circulaire, essayer d'être le moins impactant possible. Je ne dis pas qu'on n'est pas impactant, mais toute activité de l'homme, le matin quand vous vous levez, que vous mettez le pied par terre, vous impactez. C'est clair. Mais essayons de le faire le moins possible. Et je peux vous promettre que les agriculteurs sont en avance sur leur temps là-dessus. Donc agriculteurs de la terre, on l'a entendu, agriculteurs de la mer du côté de Jean-Christophe. Est-ce que c'est le même avis?
Oui, je suis en partie d'accord avec lui. Il reste toujours des brebis galeuses qu'on a dans tous les métiers. On en a aussi dans le nôtre. Hein. Ouais. Et c'est Ceux qui sont pas ceux-là- raisonnés, justement. Ouais, c'est cela qu'il faut éradiquer. Hein. Comme eux, ils éradiquent. Alors, éradiquer doucement, quand Si, même. si. Non, je pèse mes mots. Mais on en a dans tous les métiers. Et bon, voilà. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, de plus en plus. Moi, j'ai un collègue là dernièrement, il pour faire de l'engrais, il cultive entre les souches, quoi. Donc voilà, c'est un engrais naturel. Tout ça, c'est super. Mais bon, nous, c'est pas l'agriculture qui nous impacte le plus. Ce qui nous impacte le plus, c'est surtout l'urbanisation, parce que Quelles sont un peu on est les en autres train- menaces, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. On a un étang, je reviens sur ce que disait John, on a un étang c'est une lagune hein, qui est très riche. Hein. On est très riche pourquoi? Parce qu'on a de l'eau salée qui rentre, hein. On a de l'eau douce qui arrive des bassins versants et on a le soleil. Tout ça, ça nous crée des blooms phytoplanctoniques qui créent la biodiversité dans l'étang. Il parlait tout à l'heure de beaucoup d'espèces. On peut rajouter les lièvres de mer, on peut rajouter beaucoup de choses. Moi, j'ai regardé encore hier un couple de lièvres de mer. C'est quoi un lièvre de mer? C'est comme une limace marine, je dirais. Je sais pas. Ah, d'accord. Gros mollusque, Ouais. qui est on appelle aussi ici la vache de mer ou le pisse-vinaigre. Donc C'est des jolis noms. ce sont des noms. Le pisse-vinaigre, oui, parce que il projette un liquide, Liquide donc violet, qui aurait le goût du vinaigre et qui est plutôt quelque chose qui va perturber le prédateur et qui va le manger. Donc voilà, donc c'est une attaque chimique qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'on dit une limace, mais c'est vrai que quand il nage, c'est vrai qu'il est très très beau. Donc il déploie ses nageoires et on dirait qu'il vole un peu dans l'eau. Donc on dirait un tapis volant. C'est pas le poisson poilu, quoi. Non. On dirait un Exact. tapis volant et c'est vraiment très joli. Et on peut l'observer facilement. Ah oui, les lièvres de mer, il y en a beaucoup. Avis aux auditeurs, plongez Dans cet été. les zones conchylicoles, là, alors on crée, nous, avec nos zones conchylicoles, une biodiversité spéciale aussi, puisque sous nos tables, c'est un petit peu des refuges à poissons, des refuges à lièvres de mer, des refuges à hippocampes, des refuges à tout. On crée Donc là, avec nos... l'agriculture serait au contraire bénéfique pour Mais la notre biodiversité. conchyliculture, pour nous, Ouais. c'est bénéfique parce qu'on crée aussi, grâce au coquillage, on développe tout un système avec l'oxygène qu'on crée, avec le développement qu'on crée. On crée des refuges, des nids à poissons. Est-ce que de la l'ostri- nourriture aussi. Et de la nourriture, est-ce évidemment. que l'ostréiculture a besoin de biodiversité ou juste de l'eau propre? Non, on n'a pas besoin d'eau propre. Si c'est de l'eau déviant, on ne nourrit pas. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de la biodiversité. On a besoin, quand je dis que les ruisseaux doivent couler sur les bassins versants, on a un projet là d'amener encore plus d'eau douce des bassins versants. On a un projet d'est en ouest, hein, et sur toute la façade nord. Et le but, c'est de refaire couler les ruisseaux et les rivières comme ils ont toujours coulé. Mais c'est pas mettre une buse en béton. Parce que là aujourd'hui, c'est quoi ces ruisseaux-là? Ils sont dans des buses en béton? Le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'urbanisation, il y en a qui ont été détournés, il y en a qui ont été mis, comme je dis, ils sont dans une buse, il y en a qui ont été fermés carrément, un petit barrage pour telle ou telle raison. Donc tout ça, on est en train d'y travailler dessus, on est en train de recréer tout ça. Michel, Ouais, justement à ce propos, donc, je tiens à souligner un peu le travail qui est fait au sein du syndicat mixte du bassin de Thau, puisque je suis vice-président de la clé d'un comité local de l'eau, commission locale de l'eau en charge de la gestion quantitative de l'eau, et on a un énorme travail sur le territoire à faire justement sur la requalification des fossés et sur arrêter les fossés à char, comme tu dis, buser les fossés, c'est fini Oui, tout ça. fini. Il faut qu'on ait des fossés qui circulent et qui circulent librement, mais qui est une circulation naturelle. Quand vous voyez une rivière naturellement, elle n'est jamais droite. Elle prend toujours des petits virages, elle est toujours un petit peu plus profonde, un peu moins. Et ça permet justement de prendre toute c'est cette... vrai qu'on a perdu un peu ça hein, sur le côté artificialisation. C'est complètement. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est le fourrage qu'il y a dans ces fossés. C'est-à-dire, moi, toute l'herbe qu'il y a à l'intérieur, les insectes, les limaces, tout ce que vous voulez, ça crée de la matière organique qui vient dans l'étang et qui crée de la nourriture pour nos coquillages et pour le poisson. Et justement, alors, quelles sont un peu les autres menaces qui pèsent sur l'étang de Thau et sur l'agriculture de Oui, mer? alors on est en train d'en parler un petit peu, c'est l'artification des Voilà. fossés, c'est l'urbanisation. L'urbanisation a deux problèmes, c'est que à force d'urbaniser, on a un problème d'assainissement puisqu'on développe les réseaux d'assainissement. Alors on a beau créer une steppe, mais quand on finit la steppe, on a encore développé, donc on a toujours de l'urbanisation Un temps en de retard. retard finalement. On a toujours un train de retard. Donc c'est le gros problème. Hein. Alors oui, en effet, on a par exemple Poussambouzy qu'on le rejette en mer, mais c'est pas mieux quoi. qu'on Mais est-ce rejette en mer. que la solution, est-ce que le traitement de l'eau s'améliore quand même in fine
Ou est-ce qu'on reste encore dans un état qui Non, est le traitement de l'eau, il est bon. Le problème, c'est les accidents. On n'arrive pas à gérer les accidents. Et lorsqu'on a un accident, pour le coéchiculteur, ça peut être 3-4 semaines d'arrêt de travail. Et on le voit souvent, Quelle est la personne qui se permettra d'arrêter d'encaisser pendant un mois comme ça gratuit? Personne. Moi, j'ai proposé au préfet de me donner son salaire pendant qu'il ne me fait pas travailler. Il a dit non. Il n'a pas été sympa, il a dit non. Non, mais au bout d'un moment, ouais, il est très sympa, mais là, il m'a dit non. Non, le problème, c'est que, voilà, alors, c'est accidentel, certes, mais il faut qu'on prévienne, il faut prévenir. Et plus on a de développement, plus on a d'assainissement, et plus on peut avoir d'accidents. Voilà. Après, il y a l'urbanisation des surfaces. Lorsqu'on bétonne une surface ou lorsqu'on goudronne, l'eau ne rentre pas, elle ne pénètre pas. Et à ce moment-là, on a des fois des inondations, mais on a aussi toute cette eau qui lessive. Et ce lessivage des zones urbaines, ça crée des pollutions aussi. Donc il faut à ce moment-là développer des espèces de bassins pour récupérer cette eau et pour éviter que cette eau aille directement dans l'étang. Directement, d'accord. Est-ce que les hommes politiques et femmes politiques qui nous écoutent, ça y est, ils sont au fait de ces questions? Est-ce qu'il y a une volonté politique en la matière? Alors, moi, je vais être d'accord avec Michel, là, puisque Michel il est élu et moi je ne le suis plus. Si je compte sur combien il y a d'élus autour du bassin de Thau, 20-30 ans au niveau de l'agglo, tu parles? Oui. Au niveau de l'agglo, on est 53 élus, je crois. Voilà, sur 53, j'arriverai à en sortir 5 peut-être. Voilà. 5 élus qui sont sensibles. Qui sont vraiment sensibles à ces questions. Moi, c'est ce que je pense. Et alors, on en parle régulièrement. Moi, écoutez, je suis dans le métier depuis 1993. Et depuis 1993, on en parle. Mon père en parlait avant moi. Mon père a été élu pendant 20 ans et pendant 20 ans, il en a parlé. Il y a un gars de Marcian qui était super, qui s'appelait Denis Moreno. Il a dit attention, il y a une limite à ne pas dépasser. Et là, je pense qu'on arrive proche de la limite de l'urbanisation. Donc, il faut maintenant stopper l'urbanisation autour de l'étang de Thau et au moins regarder comment on peut retravailler la chose. Et comment on pourrait retravailler la chose en termes d'urbanisation? Parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent venir s'installer. Est-ce qu'il faut réhabiliter les centres-villes? Est-ce qu'il faut... Alors voilà, la réhabilitation des centres-villes, c'est une solution. Ça, c'est une première solution, puisqu'on nous dit, voilà, le problème. Le maire va venir, il va me dire, oui, mais moi, on me demande des logements sociaux. Eh bien, revitalisons le centre-ville et vous verrez que les logements sociaux, on peut en sortir. Vous faites le tour, vous regardez sur 7, vous regardez sur toutes les communes, vous avez dans des centres-villes des maisons qu'on pourra acheter et redévelopper. Donc, c'est pas construire des logements sociaux sur le pourtour. Et non, faut arrêter d'étaler. L'étalement, ça sert à rien. Après, je ne suis pas non plus pour concentrer. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous me dites, oui, en effet, beaucoup de gens veulent venir. Mais lorsqu'il y a 20 personnes qui veulent venir, nous, on fait 180 logements. Parce que les promoteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Le promoteur, il faut gagner de l'argent, il faut du quantitatif. Ouais. On n'a pas fini de vendre les logements à l'entrée de Metz, qu'on a créé encore 2 gros lotissements avec 200, 300 habitations. C'est trop. Et à force, l'Opium va toucher Bouzigues et Bouzigues va toucher Metz. Et on aura quoi? C'est ça le problème. Et c'est le même problème pour les agriculteurs, je pense. Ouais, le problème de l'urbanisation est un gros problème. Nous, l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, il y a une spéculation foncière. C'est clair qu'on on le voit là ce soir, on est dans un pays béni des dieux, quoi. C'est un endroit de rêve pour venir vivre. Alors c'est toujours le problème pour un politique de choisir entre des activités économiques qui existent, loger une population qui veut arriver et loger nos enfants. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu, parce que si on bloque tout à zéro complètement, on n'arrivera plus à loger nos enfants. Nos enfants vont être obligés de partir au fin fond. J'ai rien contre l'Aveyron ou le Larzac, ou la Lozère. Mais non, je sais bien, Jacques-Christophe. Mais tu sais très bien que je suis d'accord avec toi là-dessus. L'urbanisation pour nous, c'est vraiment la plus grosse problématique qu'on a sur notre secteur. Mais on ne veut pas faire une Riviera, on ne veut pas faire la Côte d'Azur ici. Il ne faut pas qu'on ait que des richards qui puissent se payer des baraques. Soyons clairs. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut peut-être aussi réinventer la manière d'habiter. Les villas de 100 mètres carrés avec 600 mètres carrés de terrain, piscine et tutti quanti, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter. Maintenant, il faut développer. Je veux dire, il y a des architectes qui bossent là-dessus. On peut faire des choses correctement, plus proprement, moins consommateurs d'espace. Et c'est sûr que là où nous, les politiques, on a affaire, c'est sur la gestion des eaux de ruissellement, sur la gestion des stations d'épuration, sur la gestion des déchets. Tout ça, c'est des politiques. Il faut vraiment qu'ils s'approprient ce problème et qu'ils le traitent à bras-le-corps. Merci Michel. Est-ce que, on parlait de biodiversité, est-ce que la biodiversité, la situation s'améliore ou est-ce qu'elle se détériore? Comme on discutait tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile de dire s'améliorer ou se détériorer, c'est quelque chose de compliqué, les choses évoluent là-dessus d'une année sur l'autre. En tout cas, c'est vrai que
elle ne s'empire pas, dans le sens de dire on n'a pas une extinction de masse, en tout cas sur notre lagune, d'une espèce ou d'une autre. On voit bien que des choses cycliques. C'est vrai qu'il y a des indicateurs qui sont premièrement les herbiers, donc quand je parlais tout à l'heure, où on suit l'évolution des herbiers, où il y a des zones où tout va disparaître dans une zone, donc où ça va être inquiétant, mais on va voir que dans une autre zone, ça va pulluler un peu plus, donc on a un équilibre qui est en train de se créer, et on a la même chose, par exemple, c'est vrai que quand je prenais les 2 espèces emblématiques, 2 choses qu'on suit aussi, ce sont les hippocampes, où il y a une campagne de sciences participatives qui s'appelle Hippoto, où il y a des plongeurs... Sciences participatives. Donc ce sont des gens comme tout le monde, là c'est plutôt des plongeurs, mais des plongeurs amateurs qui suivent un protocole donc, pour quantifier le nombre d'hippocampes qu'on a sur une zone. Donc c'est en fait que ces plongeurs participent à la collecte des données, c'est ça, de la science. Totalement, donc ils relèvent les données et il faut remonter ça à une association qui s'appelle l'association Peau Bleue qui collecte toutes ces informations-là et qui en tire des conclusions et pour faire avancer et alors sur les hippocampes, c'est quoi les on a différentes variations. Pour l'instant, la population n'évolue pas énormément. Vous avez même eu, mais comme chaque année, une éclosion de petits hippocampes donc dans le port de Metz, donc il y a 2-3 jours. Donc chaque année à cette période-là, on a des petits hippocampes qui naissent. Donc on voit bien qu'il y a un cycle. Et là, je vous parle d'une éclosion dans un port. Donc on voit bien aussi sur la qualité de l'eau. Dans le port de Metz, Jean-Christophe. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure avec John, oui, en effet, on ne peut pas dire que la biodiversité disparaît. Au contraire, il y a des choses qui apparaissent, ça évolue. On a des nacres, la nacre qui est très fragile, et on a de plus en plus de nacres dans l'étang, donc c'est qu'on a une bonne qualité d'eau. À l'inverse, on a les palourdes européennes qui disparaissent. Alors là, on pense plus à une maladie qu'à autre chose. Est-ce que c'est une importation de maladie, ou de l'herpès virus comme l'huître ou quoi, on ne sait pas trop. Mais voilà, donc on a des algues qui ont disparu, comme le tabac vulgairement on appelait ça le tabac, qui nous gênait un petit peu parce que ça mitait les fonds et ça a étouffé un petit peu le fond de l'eau, et là ça a disparu complètement, et on a les posidonies qui au contraire se sont développées. Il y a eu une enquête faite par M. Cantou là, où en effet il a toute la posidonie, il a une cartographie sur la posidonie. Alors peut-être Yann, une question du public, et je rappelle juste notre numéro de téléphone si vous souhaitez nous poser quelques questions, quelques remarques. Effectivement, c'est le 04 67 55 85 50. Oui, alors des questions, pas sur la biodiversité, mais sur l'économie. Pourquoi la production des agriculteurs ne leur permet pas d'en vivre et nécessite des aides ? C'est revenu plusieurs fois. Est-ce qu'il faut des aides pour survivre aujourd'hui en France et on va dire, au niveau local ? Au niveau local, par rapport aux productions que l'on a, les productions qui sont beaucoup aidées en France, c'est plutôt la céréale et l'élevage. C'est pas quand même des cultures qui sont prédominantes chez nous, soyons clairs. Les aides que les agriculteurs peuvent avoir, ce sont des aides à l'investissement. Pour avoir des entreprises qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus fortes, beaucoup plus concurrentielles. On n'est pas sur des aides à la production, à vrai dire. C'est pas ça. Et des aides européennes. C'est des aides européennes, mais qui sont pour l'investissement. Comme il peut y avoir dans toutes les économies. Mais savoir que des aides à l'investissement, faire un dossier, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Christophe et Patrice. C'est long, c'est des gros dossiers, c'est très dur, c'est contrôlé à la virgule près, c'est pas si évident que ça. Et souvent, quand il y a des gros projets d'investissement, ça vaut le coup d'aller chercher ces aides. Sur des petits projets, vous allez renouveler votre tracteur, je sais pas, ou vous allez trouver un petit cadre pour labourer au lieu d'utiliser du glyphosate. En ce moment, il faut en parler du glyphosate. On n'en a pas parlé. J'espère que j'aurai une question quand même là-dessus. On n'a pas parlé du glyphosate, mais si vous voulez améliorer vos pratiques, voilà, sur des petits investissements, vous n'allez pas remplir ces dossiers d'aide. Et l'agriculture peut vivre, mais il faut pour ça que le consommateur soit prêt à payer le prix du produit. Et ça, la question, elle est là. Et la question polémique, peut-être, elle est d'autant plus celle-là, en fait. C'est complètement ça. Quand on est sur un marché mondial, sur de la céréale, sur du blé, etc., vous êtes sur un cours mondial. Par contre, quand vous faites vos courses tous les jours, vous achetez 1 litre de lait, est-ce que vous l'achetez 10 centimes ou est-ce que vous êtes prêt à le payer 90 centimes pour que l'agriculteur y vive dignement ? La question est là. Vous achetez 1 kilo de pêche. Vous achetez 1 kilo de pêche qui est produit dans des conditions déplorables au fin fond de l'Espagne. Je m'appelle Garcia, donc je me permets souvent de critiquer l'Espagne. J'ai le droit, moi. Voilà, on a le droit. Moi, j'ai le droit. Donc, au fin fond de l'Espagne, dans des conditions déplorables, qui a été ramassé par une main-d'œuvre
qui n'est pas déclaré, qui est payé au lance-pierre, excusez-moi du terme, et encore, qui est logé dans des cabanes qui sont complètement insalubres, vous pouvez acheter votre kilo de pêche à 80 centimes. En France, pour produire un kilo de pêche, c'est environ, pour que l'agriculteur vive dignement, que les salariés vivent dignement, c'est entre 2,40 € et 2,60 €. Mais comment faire, ça c'est peut-être dans les solutions, hein, dans les perspectives et dans les solutions politiques, comment faire justement sans qu'on ait un repli sur soi forcément de l'économie, tout en gardant effectivement le juste prix de l'alimentation? C'est pas un repli sur soi que de consommer local. Ouais. C'est surtout pas. C'est un acte peut-être un peu militant. Je ne vais pas dire nationaliste parce que ce terme il est vraiment affreux. Mais c'est vraiment travailler avec son voisin. Et l'agriculteur qui est en face de vous, quand vous allez acheter un produit à un agriculteur, qui va vous expliquer sa manière de travailler, qui va vous expliquer ses contraintes, qui va vous expliquer tout ça, vous allez comprendre. Et l'agriculteur que vous allez faire vivre, il va dépenser son argent aussi localement. Et on est dans l'économie locale, dans l'économie circulaire, c'est ça. Les gens font souvent leurs courses dans les supermarchés, pas forcément au marché. Est-ce que les plateformes de supermarchés commencent à écouter ce discours et à proposer du produit local? Sans nommer personne, bien sûr. Sans nommer personne, oui, la grande distribution commence à faire des efforts. Mais la grande distribution, ce n'est pas des philanthropes. Hein. S'ils font des efforts, c'est parce que justement, le consommateur est en train de changer. Le consommateur évolue. J'ai d'autres casquettes autre part, puisque je suis président national de Bienvenue à la ferme, donc la première marque de circuit court en agriculture et des marchés de producteurs de pays. On est en train d'essayer de dynamiser toute la vente en circuit court pour faciliter l'acte d'achat, parce que c'est compliqué de prendre sa voiture quand vous êtes au centre de Montpellier, de monter à Villeverac ou de monter à Montbazin pour aller acheter 1 kilo de pêche. Par contre, si on vous crée une boutique de producteurs en plein centre de Montpellier, assez facilement d'accès, où vous allez retrouver de la pêche, vous allez retrouver les huîtres, vous allez retrouver la viande, vous allez retrouver le fromage, et que vous allez faire vos courses à une demi-heure comme au supermarché. C'est plus simple pour le consommateur. C'est beaucoup plus simple, il faut simplifier. Et moi, le premier, quand je fais les courses, j'ai pas envie d'y passer 3 heures et de prendre ma voiture et faire 80 km. Donc l'objectif politique, c'est de valoriser, de soutenir les circuits courts. Ouais. Et on est à fond là-dedans, quoi. Sur le territoire, je veux dire, on a un président d'Aglo qui croit. Je crois que vous avez monté même une marque, hein, Verger d'Auto. Oui, mais ça c'est personnel, je vais pas me faire de la personnel, pub. Bon. Verger d'Auto qui est distribué notamment chez Kaito. Si vous voulez boire, effectivement, un très bon jus de fruits, n'hésitez pas à venir sur la très belle terrasse de Kaito. C'est les 10 secondes de pub, on a le droit. John, oui. Peut-être pour parler un peu de circuit court, il y a des dispositifs qui ont lieu sur le bassin de Thau, qui ne sont notamment les paniers de Thau, qui essayent de rapprocher justement les producteurs locaux et le consommateur avec différents lieux de distribution où ce sont des bénévoles, des consommateurs relais bénévoles qui se mettent à disposition pour centraliser des produits de qualité de producteurs pour le grand public. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Après, c'est vrai que c'est ce qui est aussi compliqué sur le côté tarif. C'est vrai que quand on parle de 2,60 €, est-ce que toujours sur les marchés on est à ce prix-là, quand on parle en moyenne? C'est vrai que directement producteur-consommateur, on voit des fois c'est des tarifs quand même plus élevés que ce qui est annoncé là. Non, je pense pas. Moi, vous savez, j'ai commencé les marchés à l'âge de 14 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, donc ça fait 31 ans, j'ai commencé c'est ça avec ma maman. On n'a pas évolué sur les prix. Hein. Moi, je vendais dans les années 80-90 avec ma mère, je vendais à 15 francs le kilo de pêche. Aujourd'hui, vous voyez, en 2018, on est à 2,50 € en moyenne. Sur la saison, hein, on est sur une moyenne. Je ne vous parle pas des premières pêches qui arrivent, que tout le monde s'y jette dessus. Mais en moyenne, sur un tarif annuel, on est à 2,50 €. On tombe à 2 € en fin de saison. Je veux dire, quand vous achetez pour 2,50 € de pêche chez un producteur de la pêche qui a été cultivée correctement, qui a été ramassée à maturité, que vous allez vous régaler de manger ces fruits. Je parle des pêches parce que c'est ma spécialité, vous m'excuserez, mais c'est pareil pour toutes les autres productions. Alors que vous allez acheter 1 kilo de pêche à 80 centimes, vous allez manger la première, vous allez vous casser une dent, ça va vous coûter cher en dentiste. Et le lendemain, quand vous allez vouloir y retourner, vous aurez la moitié du kilo de pêche que vous avez acheté qui aura été pourri. Donc en fait, c'est pas rentable. C'est pas rentable, ça coûte pas plus cher d'acheter directement au producteur. Par contre, la valeur ajoutée, au lieu qu'elle soit distribuée, alors j'ai rien contre eux, aux commerçants, ou à des centrales d'achat, ou à des négociants, elle est directement remise dans le circuit local. C'est ça la grosse différence. Et cet argent qui est dépensé localement, qui est redépensé localement, quand vous achetez pour 2,50 € un kilo de pêche en agriculteur local,
il va redépenser 2 euros ici. Et même l'économie est circulaire. L'argent tourne. C'est ça. C'est un circuit, en fait. C'est le circuit court, tout à fait. Est-ce que Jean-Christophe, Patrice, vous voulez intervenir sur ce sujet au niveau de l'ostréiculture ? Au niveau de la conchiculture, on a le même problème avec la concurrence des moules d'Espagne, nous. Puisque une moule d'Espagne rentre chez nous. Qui sont vendus beaucoup moins cher que. Ah, mais elle arrive rendue avec le transport à 60 centimes d'euros. Alors que. Moi, mon prix de production de ma moule, c'est 80 centimes d'euros. Donc même les producteurs maintenant sur les marchés locaux vont vendre de la moule d'Espagne parce que on a je dis 80 centimes si je ne me fais pas manger par les dorades, en mettant des filets, etc. Donc c'est vraiment compliqué de faire la moule chez nous. Mais voilà, moi je continue à faire la moule parce que j'y crois, parce que c'est un produit déjà qui est de qualité supérieure. Mais je comprends que les 3/4 des producteurs qui vont faire les marchés, beaucoup vendent de la moule d'Espagne parce qu'elle arrive moins chère. Et les gros producteurs, les gros marailleurs travaillent quasiment rien qu'avec ça. Une différence de qualité entre la moule qualité, d'Espagne elle est énorme. Manger une moule d'Espagne crue, moi la mienne, vous pouvez la manger crue, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais manger une moule d'Espagne crue, personne ne les mange crue. Déjà ils sont pas fous, ils sont pas fous, ça vous c'est pour la paella. Non mais après nous on a aussi envisagé avec l'OP de développer d'autres produits annexes pour un petit peu étayer le marché. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est les marailleurs qui font les prix de marché via les grandes surfaces, qui eux imposent un prix, qui les marailleurs imposent aux producteurs. Et là, moi, j'aimerais un petit peu faire réguler, faire de la transformation de produits pour réguler le marché et pour qu'il n'y ait pas tant de production que ça, de telle sorte que le prix augmente. Pour les huîtres notamment, pour le prix de gros. Alors, question, est-ce qu'aujourd'hui les ostréiculteurs de Thau peuvent vivre de leur travail ? Alors oui, mais les 3/4 vendent directement sur les marchés. Ce que disait Michel tout à l'heure, nous, 60% ou 70% des producteurs vendent en direct. Ils font les marchés, alors pas simplement locaux, ils vont loin, ils vont jusqu'à Lyon, Toulouse, Marseille, on monte loin, on monte jusqu'à Issoire. Mais cette économie-là, oui, ceux-là vivent bien. Les autres qui sont juste producteurs, justement, il faut arriver à trouver quelque chose pour valoriser ce produit-là et pour augmenter le prix. On est en train de faire un IGP aussi. IGP Indication géographique protégée, parce que comme on disait tout à l'heure, l'étang de Thau, parce qu'il parlait de Natura 2000 à Villevéran, mais il ne faut pas oublier que l'étang de Thau est classé Natura 2000 aussi. Et avec un IGP derrière, je pense qu'on peut valoriser le produit et vendre notre produit plus cher. Après l'IGP, on fera sans doute un label rouge, mais si on arrive à créer un manque de produits, quand je dis un manque de produits, c'est avec la transformation de toute la surproduction, le transformer, on équilibrera nos tarifs et les producteurs pourront vivre sainement de leur. Donc ça c'est aussi c'est une solution, c'est les labels en fait. Les labels sont une solution, mais ce qui est le plus important, ce que vient de dire Jean-Christophe, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Voilà, si on arrive à équilibrer le tarif entre l'offre et la demande, on arrive à avoir des prix qui sont entendable par le consommateur. C'est pas la question d'assassiner les consommateurs, c'est surtout pas ça. Mais c'est que les producteurs derrière puissent vivre. Voilà, tout simplement. Et l'avantage du projet, puisqu'on a discuté un petit peu avec Jean-Christophe et Patrice, c'est que justement, on produit, nous on a la même problématique en production fruitière. On produit des fruits, il faut des fruits qui sont magnifiques, il faut que du calibre de les fruits moches, ça passe pas au supermarché. Les fruits moches, on a lancé des grandes campagnes de pub, mais ça marche pas. Et par la transformation, mais ces fruits sont produits, et on a passé le même temps pour les produire. Et au niveau qualité gustative, c'est aussi bon, voire peut-être même meilleur. Mais la différence qu'il y a, c'est que le consommateur est fixé, et justement, les images de la télé, il faut que le fruit soit parfait, il faut que l'huître, ça soit de la taille 2 ou de la taille 3, je ne sais plus. Si tu as de la trop grosse, tu ne la vends pas. Si elle est trop petite, tu ne la vends pas. Et, alors que tu les as produits, pourquoi les jeter ? Et c'est un investissement en temps similaire. Tout ce qui ne correspond pas aux standards des supermarchés, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? L'idée, c'est de le transformer. Aujourd'hui, on les jette ? Aujourd'hui, on les vend à bas prix. On les vend à très bas prix. On les vend à très bas prix et on les vend difficilement. Alors celui qui a un marché direct, il fait des promos avec, mais celui qui vend en gros, c'est très difficile. Donc on vend, quand je dis à perte, ils vendent à perte. Donc le but c'est de ne plus vendre à perte justement et de retrouver une économie à travers cette transformation. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'avec les fruits, on comprend bien les différentes utilisations, mais avec des huîtres, qu'est-ce qu'on peut faire comme produit dérivé de l'huître ? Mais là c'est le secret. Secret d'État. Secret d'État. Secret. Ah non. Secret. Vous me donnez le secret.
On ne le dit pas sur RCF, Maglonero, vous n'aurez pas le scoop. On peut faire plein de choses, je vous garantis plein de choses. Non, il y a des choses qui existent déjà, et puis il y a des choses qu'on est en train d'inventer. Je vais en toucher un mot. Pas trop, les rillettes, sinon ils nous réinviteront l'année prochaine comme ça. Voilà. Non, mais on peut faire des sauces, on peut faire des rillettes, on peut faire des veloutés, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On a déjà fait des essais, c'est en cours, c'est très bon. Et maintenant, il faut calculer, voir comment on peut organiser la chose. Hein. Alors, question, est-ce que vos homologues en Bretagne, en Charente, vous discutez avec eux, vous avez les mêmes problèmes, vous travaillez ensemble pour organiser la filière, comment ça se passe ? Alors le comité régional conchylicole de Méditerranée fait partie des 7 bassins de production réunis au sein du Conseil national de la conchyliculture. Donc au sein de ce conseil, nous avons toute l'interprofession, c'est-à-dire à la fois les producteurs et ce qu'on appelle entre guillemets les commerçants, c'est-à-dire les marailleurs, les transformateurs, les poissonniers, les écaillers, la grande distribution. Et c'est au sein de ce conseil que l'on échange des gens différents sur toutes les problématiques. Il doit y avoir du débat, non l'artisan. C'est une vraie interpro. Non, mais on travaille tous sur la même optique. Hein. Et la filière se porte bien ? Alors la filière se porte bien. Oui et non. Globalement, on a depuis 10 ans perdu à peu près la moitié du volume de production. La moitié de ce que l'on produisait en 8 à 10 ans, on en est aujourd'hui à la moitié. Ouais. Suite à un problème de zoosanitaire, de maladie qui affecte les naissains d'huîtres. Là, je parle seulement des huîtres. Hein. D'accord. Voilà. Donc, les naissains d'huîtres, c'est les petits bébés huîtres, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, on a un gros problème de mortalité sur ce naissin, ce qui a conduit les ostréiculteurs à s'adapter et donc à modifier leur valorisation de leur production. Donc on produit moins, mais on valorise mieux qu'avant. Alors pour nos auditeurs qui ont pu en entendre parler, la triploïde, cette fameuse huître que l'on peut manger maintenant l'été, alors que moi qui viens de Bretagne, on m'a toujours dit qu'on mange des huîtres les mois en R, donc pas l'été. Est-ce que cette triploïde ferait que l'huître serait plus fragile aux maladies ? Alors, est-ce que vous en parlez dans la profession ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce qu'on peut définir aussi qu'est-ce que c'est l'huître triploïde, peut-être juste en quelques mots hein. Alors, l'huître triploïde, parmi d'autres cultures, notamment végétales, est un animal qui est rendu stérile. C'est-à-dire qu'on reproduit à l'échelle d'une exploitation ce que la nature fabrique naturellement. Je crois que là-dessus, il y a un gros tabou dans la profession d'en parler. C'est pour ça qu'on en parle ce soir, nous on parle de tout. Il y a une grosse médiatisation sur le sujet, mais je crois qu'il faut quand même avant tout dédramatiser la chose. On mange tous les jours des pommes de terre et des bananes qui sont triploïdes, et ça n'a jamais inquiété personne. C'est qu'une question de stérilité. L'huître triploïde n'est pas un OGM au sens strict du terme. On ne manipule pas génétiquement l'animal, on n'introduit pas de gènes extérieurs. On la rend juste stérile, on reproduit ce que fait la nature naturellement. Il ne faut pas oublier... Et pourquoi on la rend stérile alors Parce que... Quel est l'intérêt ? Du coup, en période naturelle de reproduction, en période estivale, l'huître donc, ne se reproduit pas et elle consacre toute son énergie à la croissance. Et donc, elle a un taux de chair équivalent à une huître diploïde, c'est-à-dire les huîtres naturelles. Alors que sinon, on aurait une petite huître, une huître diploïde, ça serait une huître... Les huîtres naturelles ont une période de reproduction fin de printemps, début d'été, selon les régions. Et à l'issue de la période... Donc, pendant la période de reproduction, les huîtres sont dites laiteuses. Donc, quand elles fabriquent la laitance. Et ensuite, une fois qu'elles ont délaité, donc une fois qu'elles ont perdu la laitance, elles sont plus maigres. Mais il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on fait de l'huître triploïde, c'est parce que le consommateur demande à manger. Il revient au consommateur. C'est le consommateur, dans tous les cas de figure, c'est le consommateur qui a les cartes en main. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'action, effectivement, si on parle à nos auditeurs, nos auditrices ce soir, l'action elle se fait dans leur panier de courses, là, au jour le jour, quand elles vont sortir pour aller faire effectivement le marché ? Évidemment. Donc il faut inciter. Moi, je vais plus loin que ça. Ouais, Michel. Le consommateur qui va remplir son panier, il fait un plus grand acte politique que de prendre sa carte électorale et aller voter tous les 6 ans. Et c'est un élu qui dit ça, quoi.
Si vous voulez faire changer les choses, c'est par vos achats. Parce que le monde, qu'on le veuille ou non, tourne quand même beaucoup autour de l'économie aujourd'hui. Oui, et donc d'où l'intérêt d'inverser la tendance par les actes individuels. Ça veut dire en parler à son commerçant, au supermarché, dire je veux des fruits moches, mais locaux et de saison. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout simple. Et je veux un partage de la valeur ajoutée entre la production et la commercialisation. Je reviens sur la triploïde. Est-ce que le consommateur doit dire non, je ne veux pas d'huîtres en été? Ah, il peut le demander. Tout à fait. Et il y a des différences gustatives entre la triploïde, la diploïde, entre les huîtres l'été ou pas? Et quel est le problème d'ailleurs? Pourquoi on la diabolise? C'est parce qu'on entend ici et là que la triploïde, c'est quelque chose de terrible. C'est quoi le problème justement par rapport aux maladies peut-être? Qu'est-ce qui... Non, vis-à-vis du consommateur, c'est par méconnaissance du sujet seulement. C'est pas joli de dire triploïde. Ouais, c'est je pas très beau. crois. Moi, ça me fait penser au mulet. Et ouais, C'est exactement ça. Hein. c'est exactement ça. Pourquoi le mulet? Parce que justement, c'est le croisement d'un cheval et d'une ânesse. Ah oui. Alors, Ah bah, je le sais mulet plus. dans le Oui, Nord. oui, je pensais le mulet, le poisson. Je parlais pas du mulet. On est sur les tantôt, hein, je Michel, parlais- hein, il faut... Ouais, j'aurais dit le muge. Non, mais je parlais du mulet sur la terre. Voilà, qui est un Très croisement d'un cheval et d'une ânesse. Et ma foi, je pense que ça choque personne, un mulet. Et là, l'huître triploïde, ça choque tout le monde. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La triploïde n'a pas de période de repos dans sa croissance, donc elle grandit beaucoup plus vite. Donc le seul inconvénient que j'y vois aujourd'hui, c'est sa fragilité vis-à-vis des virus et de la mortalité qui affecte le naissain. Parce que c'est un peu quand vous disiez que la production a diminué de moitié, c'est qu'aujourd'hui on entend, enfin ici et là dans les médias, des 80% de mortalité pour les huîtres. C'est une réalité. C'est colossal. Mais ça ça n'affecte pas seulement les triploïdes, hein, attention. Hein. On a de la mortalité aussi sur le naissain diploïde, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Jean-Christophe, un avis sur le sujet pour conclure? Oui, bon, moi je ne fais pas de triploïde, donc Pas sur le sujet. le problème est résolu. Le problème de la triploïde, c'est plutôt le problème des closeries. On a eu un virus qui s'est propagé dans le milieu et on ne peut pas le prouver, mais on est quasiment persuadé que c'est venu des écloseries. Or, comme les triploïdes sont arrivés dans le milieu en même temps, tout le monde a appliqué ça à la triploïde. Or, que ce soit triploïde ou diploïde, c'est l'huître des closeries qui a affecté le milieu, nous pensons. L'IFREMER n'a jamais trouvé la solution. Ce sont des chercheurs, pas facilement des trouveurs, mais ce sont surtout des chercheurs qui sont jugés partis puisque c'est eux qui ont importé cette huître. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que pour faire une triploïde, en réalité, on prend une tétraploïde, c'est-à-dire, alors je vais faire un peu de sexologie, c'est une huître qui a 4 testicules et on la croise avec une huître qui a 2 testicules. On fait un peu de sexologie là. Et donc ça fait 3 testicules. C'est l'heure, on peut faire de la sexologie, on est après 20h, tout va bien. Voilà. Et si cette tétraploïde va dans le milieu, ça risque de poser des gros problèmes. Voilà, c'est surtout. Le problème, c'est que si elle se reproduit si avec des la huîtres sauvages. tétraploïde va dans le milieu et qu'elle se reproduit dans le milieu, on n'aura que des triploïdes, on n'aura plus de Parce reproduction. que si j'ai bien compris, elle est stérile. Donc si une huître stérile se reproduit avec des huîtres sauvages, elles deviennent stériles. C'est pas l'huître stérile qui va se reproduire, c'est la tétraploïde, Oui. c'est celle qui a 4 testicules. C'est l'espèce d'engin, le géniteur. Et ce géniteur, il ne faut absolument pas qu'il aille dans le milieu. Ce serait un gros danger. Or, Ifremer avait le brevet et ne pouvait pas le vendre. Or, maintenant, je crois qu'ils ont passé un certain nombre d'années, ils peuvent le vendre aux différentes écloseries qui, elles, doivent le protéger. Mais si par hasard, il y en a une qui fait une bêtise, eh bien, on tue le milieu. C'est des questions qui vous inquiètent, ça? Ah oui. Oui, Est-ce que c'est protégé quand même les écloseries justement pour éviter ce mécanisme? C'est protégé par les closeurs. Donc ça dépend de l'écloseur en fait. Tout à fait. Donc on a intérêt qu'ils soient sérieux, les écloseurs. On a intérêt qu'ils soient sérieux. Il n'y a pas de brebis galeuse au niveau de ça. Il y en a partout. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas rassurant, Très bien. Bon, c'est malheureusement bientôt la fin de l'émission. Pour finir, John, par rapport à tout ce qui a été évoqué, j'imagine effectivement, on en a touché un petit mot autour de l'éducation, de la sensibilisation, qui sont pour toi particulièrement importants en tant que médiateur scientifique. Et d'ailleurs, je crois que vous développez une animation que l'on peut retrouver au cours des estivales du bassin de Thau. Donc je rappelle les 3 prochaines dates, 5 juillet Metz, 12 juillet Ballaruc-les-Bains et 19 juillet Mirval. Et c'est autour des muges justement. Ouais, du muge ou du mulet, donc qui est un poisson local, qui est omnivore, local qu'on trouve en mer Méditerranée et dans notre lagune.
Et donc c'est une solution, en tout cas c'est une réflexion qu'il y a sur la culture de ce poisson-là en pisciculture. Comme il est omnivore, on peut le nourrir avec différentes choses et ça pourrait réfléchir à la diminution de la pêche, donc la surpêche là-dessus. Donc le projet est de nourrir ces poissons-là en récupérant le pain des cantines, donc pas le pain sur les plateaux repas, mais celui qui n'est non utilisé. On ne pas les enfants de pain pour non, faire les... tout à fait. Quoique. Donc ça c'est une première phase expérimentale qui a été faite, qui a été menée. Et ça marche alors ça marche. Donc avec le CIRAD et les poissons du soleil, qui sont sur Balaruc. Donc cette première phase expérimentale permet de remplacer le maïs, donc de la nourriture, et une autre phase expérimentale qui est en cours en ce moment, qui est de remplacer le soja qui vient de loin, toujours pareil, dans le côté économie circulaire d'être local, d'utiliser les algues qui sont utilisées dans le bassin pour filtrer, pour pouvoir remplacer ce soja-là, et donc de faire une alimentation équilibrée pour avoir tout cet apport-là, mais en économie circulaire, en utilisant les choses du bassin de Thau. Donc nous, c'est vrai que ce qu'on mène là-dessus, c'est justement une sensibilisation et d'expliquer les recherches, en tout cas les réflexions qu'il y a autour de cette problématique-là, et de valoriser ce poisson-là qui n'est pas forcément bien vu forcément en local, donc le mulet ou le muge. Et c'est vrai que quand on fait des tests à l'aveugle, on voit que les gens qui n'en mangeraient pas dans un premier temps aiment bien ce poisson-là, parce que c'est vrai qu'il a une mauvaise réputation. Pourtant, c'est un très, très bon poisson. Il n'y a pas que le loup dans la vie. Tout à fait. C'est un très bon poisson. C'est un très bon poisson, mais il est méconnu et il est dénigré. Totalement. Tout à fait. Alors que moi, je suis sûr que la moitié des consommateurs, je leur mets un muge ou je leur mets un loup dans l'assiette, ils ne savent pas reconnaître la différence. Donc voilà, mais c'est une très bonne chair. Et donc c'est à travers un jeu, c'est ça? C'est un jeu, voilà. Donc on a créé un jeu, on a fait un stand, donc justement où on est présent sur les estivales. Donc on sera pas là en juillet, mais on sera aux dates d'août. Donc les estivales, on déguste du vin, on déguste des produits locaux. Donc là-dessus, et nous on va parler de produits local qui est le muge, et autour d'un jeu on va apprendre comment on peut élever justement le muge de façon écologique ou de façon standard pour susciter des questions, pour échanger avec le public là-dessus. Et je crois qu'à Marseillan aussi, vous faites des choses. Voilà, donc là c'est le CPIE Bassin de Thau, donc justement quand on parlait de découvrir la biodiversité, et pour la majorité des gens qui ont envie de découvrir, de voir qu'est-ce qu'un lièvre de mer, il y a donc des pêches à pied tout autour de l'étang de Thau, donc des pêches à pied découvertes. Il y a également donc à Marseillan donc un sentier sous-marin qui a lieu le mardi et le jeudi après-midi, donc avec inscription à l'office du tourisme. Donc c'est organisé avec l'office de tourisme et la ville de Marseillan. Donc vous pouvez venir plonger donc dans les herbiers et découvrir tout ce qui vit dans ces herbiers. On vient d'avoir un saut magnifique à Kaiteto, c'était sublime. Très bien. Et donc si vous souhaitez faire un bon petit apéro, eh bien pensez aux huîtres, n'est-ce pas, Patrice, Jean-Christophe? On vous retrouve où vos huîtres en fait? Aux estivales? Moi on me retrouve chez moi, chez la Tchep à Bouzigues, mais c'est de la promo gratuite là. Allons-y. Tant mieux. Allons-y. Ah non, mais chez la Tchep là c'est pas de la promo, c'est une institution à Bouzigues. Qui ne connaît pas la Tchep? Merci beaucoup Patrice, Michel, John pour cette belle discussion. Il ne me reste plus que quelques secondes pour remercier effectivement Cédric à la technique aujourd'hui avec l'aide d'Olivia dans nos studios. Et je crois Cédric que tu voulais parler un petit peu de Kaiteto. Juste on va appeler François qui est juste à côté de moi, il va venir près de moi vers le micro pour parler justement de Kaiteto, là où on les remercie. L'occasion de les remercier. Alors parlez-nous rapidement de Kaiteto, qu'est-ce que c'est? Kaiteto, c'est donc une base de sport de glisse sur le bassin de Thau, spécialisée dans le kitesurf, dans le stand-up paddle et le wakeboard. Wakeboard que l'on propose sur téléski nautique. Le téléski nautique, c'est ce que vous entendez. Voilà, c'est ce que l'on entend. On imagine un téléski nautique, c'est un câble qui va tracter un skieur pour faire du ski nautique sur l'eau. Et du coup, si on revient par rapport à l'environnement, notre projet de développer ce téléski nautique il y a maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai que le ski nautique sur le bassin de Thau nuise avec... Bon, le ski nautique, on le pratique normalement derrière un bateau. Mais nuisances sonores, hydrocarbures. Et notre projet, c'était par rapport à l'environnement, bien réduire un petit peu toutes ces contraintes. Et voilà, donc le projet a été réussi. Et du coup, un projet qui s'est bien intégré dans l'environnement. Un téléski, c'est le premier téléski en France d'ailleurs par rapport aux herbiers très importants qui oxygènent le bassin de Thau. Notre téléski, il est juste posé avec un ancrage écologique, des vis harmoniques qui rentrent dans la flotte pour éviter que du coup il y ait un gramme de béton.
Voilà, donc notre rôle aussi vis-à-vis des activités de stand-up paddle, de canoë-kayak, on est aussi acteur dans le sens, par rapport aux acteurs vis-à-vis du grand public, pour effectivement préserver notre environnement. Parce que tous nos sports de glisse, les pratiquer dans un environnement sain sont d'autant plus agréables. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rapidement présenté. Il nous reste 15 secondes. Et je remercierai l'association Coscience pour la préparation et l'animation de cette émission. Vous retrouverez d'ailleurs le podcast vidéo sur le site internet et page Facebook. Merci beaucoup à la mairie de Marseillan aussi pour leur accueil et pour la préparation de cette émission, ainsi que mon collègue Yann et Damien qui va nous faire le podcast vidéo.